Bobby traversa la cuisine vide. Les femmes avaient abandonné la fricassée. Il arriva au seuil. Elles étaient toutes dehors avec les hommes à regarder. On ne criait plus. Tout le monde faisait silence. On entendait juste les pas du cerf. Il s'avançait à côté de Zulma avec beaucoup d'assurance et de poids. Ses épaules et son dos étaient comme des montagnes en marche et l'arbre de sa tête était un arbre. Il fascinait comme une étoile par la lueur de sa peau, de ses yeux libres et par le rayonnement de ses gestes paisibles. Zulma. On voyait son pied nu se poser dans l'herbe, tous les doigts écartés. Puis les doigts se fermaient, puis le pied se cachait sous la longue jupe, l'autre pied s'avançait. Et ainsi était son pas, lent, bien plat, posé sur une grande chose solide. Elle portait une brassée d'herbe. Elle avait la tête penchée de côté, les yeux baissés, la bouche triste. Elle faisait penser à l'amertume des moissons. « Ce sont ses cheveux, dit Bobby. Ce sont ses cheveux qui sont roux comme du blé. » Et puis elle les avait tressés en petites tresses pareilles à des épis. Elle en avait sur les oreilles, elle en avait une poignée sur la nuque, elle en avait 2 ou 3 allongées de chaque côté de son front. C'était bien comme le fruit mûr du blé avec tout. Les grains luisants et durs, et les barbes, et la tige des épis, et tout était fait en cheveux blonds roussis de soleil, et rien qu'à voir cette coiffure, on avait dans le nez la touffeur des juillets avec son odeur de sueur et de poussière. Et puis, le visage de Zulma était triste et immobile, penché sur le côté comme en grande lassitude. La bouche amère. Elle faisait penser à l'abandon des gerbes dans le vide des champs. « D'où viens-tu » demanda Honorine. « Je suis allée chercher du cresson, dit-elle. Elle portait toute une gerbe de cresson qu'elle avait dû arracher à poignées dans les ruisseaux. « Mais tu es partie hier soir ?» ?»« Oui, dit-elle sans lever les yeux, sans presque bouger sa bouche amère. »« Laisse-la, dit Jacou. »« Non, dit Rondoulet, car tu vois, voilà ce qu'elle fait, il montrait le cresson. Elle est toujours fourrée dans les endroits où il y a de l'eau. » Au bout des doigts, Zulma toucha ses cheveux, puis sa joue, puis elle plaça soigneusement une petite tresse sur son oreille. « Et un jour elle se noiera, voilà ce qui va arriver. »« Laissez-la, dirent les femmes. »« Donnez-nous-la, viens, Zulma. » Marthe la prit par la taille. « Donne, dit madame Hélène, et elle lui prit le gros paquet de cresson. « Viens. »« Elle a le ventre tout mouillé, dit Joséphine. « Regardez !»« Oui, dit Honorine, c'est comme ça. » Elle se couche à plat ventre, elle se penche sur l'eau. Du bout des doigts, Zulma toucha ses cheveux. « Et voilà comment elle arrive. »« Ça peut lui faire mal, dit Joséphine. Viens, Zulma, menons-la, on va l'essuyer. » La vieille barbe regardait et branlait la tête. Aurore appela doucement. « Zulma, Zulma !» Elle mettait toute sa tendresse à l'appeler. Elle se souvenait de s'être penchée sur Zulma endormie au début du matin. Et à ce moment-là, cette fille dormait, et elle souriait, et elle avait l'air paisible et heureuse. Elle n'avait pas le ventre mouillé, elle ne s'était pas penchée sur l'eau dangereuse. Voilà comment la douleur vient. Aurore appelait doucement « Zulma, Zulma !» Toutes les femmes retournaient à la maison, emmenant la jeune fille aux yeux baissés. Elle se laissait cajoler. Elle ne marchait pas plus vite que tout à l'heure. Cette maison devait être naturellement sur la route mystérieuse qu'elle suivait, qu'elle seule connaissait. Les femmes s'étaient mises à son pas. Cela faisait un grand froissement de jupe et, de temps en temps, quelques petits mots doux. « Viens, ma belle !» Et puis Aurore qui appelait « Zulma, Zulma !» Honorine suivait en se parlant toute seule. Elle essayait de faire de grands gestes avec ses bras courts. Elle disait « Que faire à tout ça ? Que faire ?» Bobby s'écarta du seuil pour les laisser passer. Il voulait voir les yeux de la jeune fille. Elle ne releva pas ses paupières. Elles étaient larges, bleutées et alourdies par de longs cils courbes, épais comme des barbes de plumes. « Tirez-vous, dit Joséphine,
Et allez avec les hommes, vous. Nous allons la déshabiller et la sécher. Et elle eut un sourire de femme. Ses lèvres luisaient. Elle avait de fortes dents. Elle regardait bien en face avec des yeux qui ne devaient jamais être cachés et qui disaient franchement ce qu'ils voulaient dire. Elle soupira, puis elle ferma la porte. Le cerf s'était avancé jusque-là. Il renifla la pierre sur laquelle venaient de se poser les pieds de la jeune fille. Puis il leva la tête, secoua ses bois, allongea le cou, ouvrit sa gueule, et il poussa une longue plainte en regardant tout alentour des champs. Un long fil de bave tremblait sous son menton. « Je ne sais pas que te dire, lui dit Bobby. « Oh !» cria Jacou, « quelle musique !» Et il se boucha les oreilles. Et Jourdan aussi, et Karl, et Honoré, les uns après les autres, les deux mains en coquille. Le noir regarda le ciel. Les deux petits enfants qu'on avait oubliés dehors se mirent à courir vers la maison, et ils frappèrent avec leurs petits poings contre la porte parce qu'on avait fermé au verrou. Joséphine leur ouvrit et les fit entrer vite. On vit dans l'entrebâille une haute flamme rouge et, devant, une forme blanche et toujours des cheveux de moisson. « Vite !» dit Joséphine. « Faites taire la bête, vous !» Elle referma. « Qu'est-ce que tu veux ?» dit Bobby au cerf. « Je n'en sais pas plus que toi, moi. On ne lui a pas fait de mal, on la sèche, le ventre des femmes est sensible. »« Joue du clairon !» cria Jacou. Il avait toujours ses oreilles sous ses mains. Le fils Karl emboucha le clairon et il recommença à jouer comme à l'aube, comme tout à l'heure, toujours ces 7 ou 8 notes paisibles, plates, mais tristes, et qui semblaient soulever les horizons pour en faire sonner les échos et en découvrir les chemins qui partaient dans le monde. Le cerf s'arrêta de gueuler et regarda Bobby. « Oui, dit Bobby, tu vois ? Peut-être. Il y a encore de l'espoir. Je leur parlerai tout à l'heure. » Il lui flatta le plat des épaules. « Écoute, lui dit Bobby, écoute ce qu'il dit avec le clairon. Dès qu'ils ne parlent plus avec leurs mots, on dirait qu'ils comprennent. C'est au fond de leur cœur. Il y a encore de l'espoir. Ils ont déjà eu besoin d'un peu de musique. C'est bon signe. » Le cerf frotta son museau contre la poitrine de Bobby. « Oui, dit Bobby, ils ont l'air de te faire une réponse. C'est pas mal ce qu'ils disent, tu sais. » Et il se mit à sourire. « Ah, dit Jourdan en se découvrant les oreilles, ça va mieux. Qu'est-ce qui lui a pris aux bestiaux ? » « Rien, dit Bobby. Il a voulu vous dire quelque chose au sujet de la jeune fille, au sujet de nous tous en général. Ça lui prend souvent ? Dit Jacou. Chaque fois que c'est nécessaire. Le cerf s'en allait maintenant du côté du fourrage. Les bêtes, dit Bobby, ont la voix forte. C'est surtout, dit Randoulet, parce que ça vous touche là. Il mit sa main sur sa poitrine. Ça vient, dit Bobby, de ce qu'elles n'ont pas perdu l'habitude de parler comme on doit parler. Pourquoi ? Dit Jacou. Parce qu'elles n'ont pas perdu l'habitude de faire ce qu'on doit faire. À cause, dit Karl, moins bête que ce qu'on croit, dit Bobby. Je vous en parlerai quand on aura mangé. On t'y fera penser, dit Jacou. Jourdan ne disait plus rien. Il venait de sentir en lui exactement la même joie que cette nuit d'hiver, quand Bobby avait parlé pour la première fois d'Orion, fleur de carotte. Il sentait en lui le bien et le remède. C'était un tout petit peu douloureux. « Et la viande ?» dit Bobby. Heureusement, Jacou avait pensé à reculer la broche. D'ailleurs, elle tournait encore toute seule sous son ressort. Tout était cuit. La grande table était montée. Si seulement les femmes étaient prêtes, dit Randoulet. La porte s'ouvrit et Joséphine appela. « Alors, les hommes, c'est prêt, dirent-ils. Nous aussi. » Elle laissa la porte ouverte. Le noir s'approcha de Bobby. Il le tira par la veste. « Écoute, dit-il à voix basse. C'est vrai. » Il dressa le doigt en l'air. « Je m'entends, dit le noir, et je veux dire tout. Tout est vrai. »« Laissez-la, dit Joséphine, elle se réchauffe. Elle va bien. Vous allez voir comment ça va être mis en vitesse, la table. » Marthe venait avec un drap, c'était en guise de nappe. Barbe apporta les assiettes, Honorine la corbeille à fourchette. « Un grand plat ?» demanda Jacou. Il débrocha le chevreau. C'était midi. Les grillons chantaient, la terre mouillée sentait fort, le vent était tombé, le soleil semblait faire un moment de repos, on le sentait lourd et abandonné.
Le chevreau s'était gardé entier malgré les louchées de jus que Jourdan lui avait fait entonner par toutes les ouvertures de sa peau. Il glissa du bout de la broche sur le grand plat. Il s'installa là de son propre poids, avec ses os rôtis et sa chair d'or. Le jus se mit à suinter de lui et à monter peu à peu tout autour. Honoré pensait à son lièvre. Il attendait que le beau-père ait fini de débrocher le chevreau. Lui voulait débrocher le lièvre, mais Jacou n'en finissait que très lentement de racler la broche avec la fourchette. « Encore un peu et vous nous ferez manger du fer !»« Tu es bien du pays des grosses têtes, va, dit Jacou. Quand ça ne se voit pas, ça s'entend. Tu ne sais pas que c'est le meilleur, ça ? Là où la bête s'est couchée sur la broche, c'est le meilleur. Oui, mais c'est vrai que dans ton pays, on ne mange que des betteraves. Tiens, la voilà, ta broche. Si vous la trouvez si bonne, cette broche, on vous la gardera pour votre part. Ne vous gênez pas, et vous allez voir que, comme betterave, ce lièvre-là, il est un peu personnellement, comme qui dirait, pas mal. Fils de garce que c'est chaud. Il faisait descendre le lièvre le long de la broche à petits coups de fourchette. Commençait à doucement fumer une odeur d'herbe montagnarde cuite dans le hachis de foie, le sang et le lard de marbre. « On va se placer comment ?» dit Joséphine. « Attendez, dit Bobby, vous allez voir. Voilà. »« Où serez-vous » dit-elle à voix basse en se penchant vers lui. « En face de vous. »« À côté, dit-elle. »« En face, on se voit, dit-il. »« À côté, on se touche, dit-elle. » Madame Hélène arriva. Après son travail de cuisinière, elle s'était refaite toute sa coquetterie. Elle avait lavé ses beaux bras, elle avait demandé la poudre de Marthe. Elle s'était poudré les mains, les poignets, les bras et les joues et le haut de la gorge. Elle avait une blouse de soie blanche à manches courtes, à col très ouvert, juste un peu guimpé d'un rucher bleu de vin. On voyait le haut de ses beaux seins, fermes et amples, un peu gras. Elle était très désirable. Elle avait les yeux un peu meurtris par son veuvage. « C'est dommage, dit Karl. On se demande, dit Jourdan, pourquoi il s'est tué. Il pensait qu'on n'y avait guère vu clair jusqu'à présent. On ne voyait pas clair devant soi, dit-il encore. Oui, dit Karl. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais j'ai l'impression que maintenant, on y voit. Ça sent bon, dit madame Hélène. C'est le farci d'Honoré, dit Jourdan. Il l'a fait à la mode de son pays, demanda-t-elle. Oh, dit Karl, son pays, c'est le pays des grosses têtes. Oui, dit Honoré, agenouillé près du plat où il dépeçait soigneusement la bête. Mais dans les gros pots, il y en a plus que dans les petits. Du ventre de la bête, toute l'odeur du farci se mit à fumer. Karl se pencha sur le plat. Monstre, dit-il, ce n'est pas vilain. Madame Hélène se lécha les lèvres. Elle regarda Jourdan. Vous aussi, vous avez belle odeur, mon bon Jourdan. Vous sentez le velours mouillé. Je sens le vieux poil, ouais, dit Jourdan. Pourquoi vieux, dit-elle. J'aime bien cette odeur. Placez-vous, cria Marthe. J'apporte la fricassée. Venez, dit Bobby. Et il prit la main d'Aurore. Chaque fois, c'était comme s'il allait l'emporter au fin fond du monde. Vous serez à côté de moi, dit-il. Qu'est-ce qu'elle fait demanda Randoulet. On l'a habillée avec de belles choses, de Marthe, dit Honorine. Elle a l'air calme, elle chantonne, je vais la chercher. Elle s'en alla vers la ferme. Les autres s'asseyaient sur les bancs et sur les chaises. On avait sorti aussi un grand fauteuil paysan recouvert de vieux satin à fleurs, mais personne n'osait le prendre et s'en servir. Il restait tout seul dans l'herbe. Aurore vit que Joséphine s'asseyait là-bas de l'autre côté, mais juste en face de la chaise qu'allait occuper Bobby. Là, dit Joséphine, on sera bien. En face, on se voit. Elle lissa ses cheveux et puis, sans trop y penser, elle passa sa langue sur ses lèvres, et ses lèvres devinrent luisantes et gonflées, et elles étaient dans son visage comme une grosse fleur qui venait de s'épanouir. Elle en eut honte. « Comment ça va, demoiselle ?» dit-elle à Aurore. « Très bien, madame, » dit Aurore. Mais elle pensait qu'en effet, de là-bas, Joséphine allait pouvoir regarder Bobby tout le temps, que Bobby la verrait tout le temps, et qu'elle était très malheureuse, elle, d'être seulement à côté de lui. Honorine trouva Zulma devant le feu. Elle n'avait plus besoin de se sécher. On l'avait changée de linge et de robe. On l'avait habillée avec des vêtements de Marthe du temps où elle était jeune fille. Des choses souples avec des dentelles, puis un jupon matelassé à petites roses rococo et un casaquin aubergine. « Qu'est-ce que tu fais ?» Zulma se regardait.
Elle ne levait toujours pas les paupières, mais elle regardait les jolies choses sur elle. Elle était très émue, car ses longs cils battaient très vite. « Viens, dit Honorine, on va manger. » Elle lui prit le bras pour la relever. C'était un bras tout abandonné et mou. En le touchant, on pensait à l'eau des ruisseaux et des étangs. « Allons, dit Honorine, dis-moi. » Et elle s'agenouilla près d'elle. « Pourquoi es-tu partie cette nuit? Tu sais que chaque fois je me tue de mauvais sang. » Les longs cils s'étaient arrêtés de battre vite. Ils frémissaient seulement de loin en loin, comme un oiseau immobile mais qui écoute le vent. « Et qu'est-ce que tu as fait de venir dormir dans un sillon près de l'étable du cerf? Et pourquoi? Avec tout ce qu'il y a autour de toi, ma fille, dans la nuit, sur ce plateau, toi qui marches sans regarder. Et ce matin, pourquoi es-tu partie avec cette bête? Elle aurait pu te faire du mal. Tu nous entendrais bien parler et rire. » À travers les cils, on voyait maintenant la lueur de l'œil. Elle était verte et profondément luisante. On venait de servir la fricassée et on avait dit « Où est Honorine ?» quand on la vit venir de là-bas avec Zulma. « Zulma se mettra à côté de moi, dit Bobby. Je lui ai gardé une chaise exprès. Venez. »« Il faut que je la serve, dit Honorine, et que je lui coupe son pain. Il vaudrait mieux qu'elle se mette ici à mon bout. »« Je la servirai, dit Bobby. Ne vous en faites pas. » Il la fit asseoir. La fricassée était bien servie. Il n'en restait plus qu'un peu, mais caché dans la sauce, un beau morceau de foie. « Si je l'avais vu, dit Randoulet. » Mais Bobby la servit à Zulma. Il lui coupa son pain. Il lui dit « Mangez ». Il avait penché la tête, il essayait de voir ses yeux, mais les paupières étaient obstinément baissées, on ne voyait que les longs cils. « Mangez aussi, dit-il à Aurore. Il a la voix plus douce en me parlant à moi. Sa main a fait un geste vers la mienne. Il s'est retenu. « Que je pense, se dit Bobby, à regarder Joséphine. Elle est si gentille. » Il revoyait Aurore courant dans les narcisses, mais il ne pouvait pas faire que les seins, les hanches, le rire largement humide de Joséphine ne soient pas dans le monde, et les cheveux de Zulma gerbent comme une moisson. Quelque chose allait sortir de ces trois femmes. Il pensa à l'aube, sortant de trois montagnes. On dirait qu'il rêve. « C'est à moi qu'on parle ?» demanda-t-il. « Oui, c'est à toi. Oui, je rêve un peu. Tu rêves à table. Il est comme ça, dit Jourdan. Oh, dit Bobby, qui commençait à manger, cette fricassée. Elle était bonne. Jacou séchait son assiette à grandes torchées de pain, puis il ouvrait sa bouche, on ne pouvait pas imaginer une plus grande bouche. On voyait un trou sans dents. Il fourrait son pain là-dedans, il fermait la bouche. Alors il regardait tout le monde avec ses petits yeux de rat. On sentait qu'il avait envie de parler, mais il ne pouvait pas avec sa bouche pleine. Il disait « Ouh !» Il montrait le plat, son assiette, sa bouche, son ventre. « Oh, toi, dit Barbe, pourvu que tu manges !» Mais elle mangeait aussi, et seulement quand il y avait des petits os, elle recrachait sa bouchée dans sa main, elle triait les os et elle renfournait le reste. Mais elle pouvait parler en mangeant. Elle ne s'en faisait pas faute. « Mais comment faites-vous » lui dit Karl. « Pour quoi faire ?»« Pour manger et parler en même temps. »« Je ne sais pas. » Karl rongeait une carcasse de poule. Il lançait sa langue là-dedans le plus loin qu'il pouvait pour lécher l'envers des os. « Vous ne devez rien goûter. Je goûte tout, dit-elle. » Ils faisaient tous beaucoup de bruit avec leurs coudes, avec leurs couteaux et les fourchettes, avec leurs pieds sous la table, avec leur bouche en mangeant. Ils s'appelaient aussi, les uns les autres. « Oh, Karl! Oh, Randoulet !» Et Randoulet se tapotait sur le ventre du bout des doigts pour dire « Je mange !» Et il mangeait. Marthe avait apporté la fricassée, puis elle était restée debout à côté de sa place. Elle avait regardé les uns et les autres pour guetter leurs premiers mouvements après la première bouchée. Ça avait été de se dépêcher vers l'assiette puis vers le plat. Donc c'était bon. Jourdan suçait ses doigts. « Femme, dit-elle. Vous voyez ?» Joséphine lui fit signe de la main pour lui répondre. « Oui, je vois, ils l'aiment tous, on a bien travaillé. » « Quand je le disais, dit Marthe, je sais que c'est bon au printemps, la fricassée de poule. » Elle s'assit. Elle commença à manger. « Marthe !» cria madame Hélène de l'autre bout de la table. « Vous êtes comme une cuisinière d'auberge. » « Manque de sauce, répondit Marthe. « Non, dit Honorine en face, c'est tout juste. » Puis elle se pencha vers son voisin qui était Honoré. « Qu'est-ce que vous disiez ?» demanda-t-elle. « Je disais, dit Honoré, que vous vous appelez Honorine et moi Honoré, et on nous a mis à côté. C'est curieux. »« C'est vrai, dit-elle. Faites manger vos petits. »
Il avait ses 2 petits-enfants à côté de lui au bout de la table. On les avait un peu oubliés. « Du vin !» cria le fils Karl. Alors Jourdan se leva et il alla chercher la grosse bonbonne. « On commence par le mien, dit-il. »« Vous n'allez pas boire tout ça !» dirent les femmes. Elles savaient que si, et elles en avaient peur, et elles étaient au fond d'elles soudain heureuses d'un énorme bonheur, comme si, du lointain des bois et des forêts, venait de sourdre le bourdonnement monotone d'un tambour de danse sous les coups duquel il faudrait tout à l'heure tourner et danser. Jourdan versa à la ronde, il allait de place en place, il penchait la bonbonne sur le verre. Elle était si lourde qu'il devait se pencher avec elle en même temps, et, quand il relevait le goulot, il se relevait en même temps. Il avait l'air de se donner lui-même à plein verre, ses poignets étaient rouges de force, et il tremblait. Le vin était comme chargé de petites feuilles d'or et de fleurs de lumière quand il coulait. Mais dans le verre il était soudain lourd comme du plomb, et il attendait. Jacou releva son verre et but. À l'autre bout de la table, Jourdan, qui allait servir Honoré, s'arrêta. Il regarda Jacou. « Oui, » dit Jacou. « Verse !» dit Honoré. Les hommes buvaient tout le verre d'affilée, les femmes à petites lampées. Jourdan servit Marthe. « Voilà, ma belle, » dit-il doucement. Elle le regarda du coin de l'œil, et elle respira plus vite. Et elle but, et elle entendit le grondement du tambour de danse, qui suintait plus fort des bois, des forêts, des arbres, des herbes, et on aurait dit de la terre même. Il semblait qu'on entendait battre ses coups dans la terre, là, sous les pieds, là, sous la table, comme les coups violents du sang dans les artères des hommes enflammés. Jourdan fit encore une fois le tour de la table pour verser à boire. La bonbonne s'allégeait. Honoré enlaça Honorine. « Ne vous en faites pas, dit-il en riant sous ses moustaches. Ce n'est pas pour vous. C'était pour toucher l'épaule du fils Karl. Viens m'aider. » Le fils Karl se dressa. Ils allèrent tous les deux près du foyer de braise où les rôtis mijotaient. Honorine sentait encore autour d'elle le bras chaud d'Honoré. « Attention, dit le fils Karl, les plats sont brûlants. »« Porte le lièvre, dit Honoré, je porte le chevreau. »« Le vin est bon, dit le fils Karl. »« Oh, dit Honoré, et puis le ciel, regarde !» Le ciel était entièrement fleuri de petits nuages ronds à cœur violet, et ils voguaient doucement sur un azur fin et lisse comme le bassin des claires fontaines. Ils apportèrent les plats. « Buvons !» cria Jacou. « À force de boire, dit madame Hélène. » Elle comprit que Jourdan s'approchait d'elle. Il était encore là avec sa bonbonne, il lui versa à boire. « À force, dit-elle. »« Ce n'est rien, dit-il. Buvez. »« Non, dit Jacou. Ce n'est rien. Il faut boire. » On ne pouvait pas dire que ce n'était rien. Elle sentait que le feu se rallumait au fond de sa chair, dans un endroit où elle croyait que tout était éteint depuis la mort de son mari. Et voilà qu'elle venait de sentir le pétillement et la caresse douloureuse de la flamme. Elle entendait aussi le bourdon, et les coups, et la cadence, et le rythme sauvage du tambour de danse. « Mon sang frappe, se dit-elle, c'est mon sang qui bat, c'est le bruit de mon sang. » Le bout de ses seins durcissait rien qu'à frotter contre la soie de son corsage. « Mon bon Jourdan, se dit-elle à voix basse. Et elle s'aperçut que le son du nom dans sa voix basse avait forme et odeur, et geste et poids, et que son corps en jouissait. Les rôtis étaient lourds et juteux, et, au premier coup de couteau, ils s'écrasèrent. La sauce était comme du bronze avec des reflets dorés, et chaque fois qu'on la remuait à la cuillère, on faisait émerger des lardons, ou la boue verdâtre du farci, ou des plaques de jeunes lards encore roses. La chair du chevreau se déchira, et elle se montra laiteuse en dedans, fumante avec ses jus clairs. Sa carapace croustillait, et elle était d'abord sèche sous la dent, mais, comme on enfonçait le morceau dans la bouche, toute la chair tendre fondait, et une huile animale, salée et crémeuse, en ruisselait, qu'on ne pouvait pas avaler d'un seul coup, tant elle donnait de joie, et elle suintait un peu au coin des lèvres. On s'essuyait la bouche. « À moi !» cria Jacou. Et il se dressa, et il marcha vers ses bouteilles alignées dans l'herbe. « Mon vin !» dit-il en dressant la grosse bouteille dans le soleil. « Voilà qu'ils veulent faire le fou, dit Barbe. » Mais Karl était à côté d'elle, entre elle et Jacou, et tout lui faisait sang, et il était devenu rouge, et son cou s'était gonflé.
Il entendait depuis longtemps les toung, les toung, les toung du tambour sauvage. Il avait bu 3 grosses fois du vin de Jourdan. Chaque fois, le grondement avait grossi et la cadence s'était faite plus rapide. Il sentait que ses pieds se décollaient de terre, que son corps se décollait de terre, que sa tête se décollait de terre. Il pensait à ces galopades que ferait son étalon s'il le lâchait dans les champs. Le tambour de son sang battait avec les coups sourds de cette galopade qu'il n'avait jamais entendue. « Il n'y a pas de chou, dit-il. » Il ne savait plus exactement ni ce qu'il voulait dire, ni ce qu'il disait. Il était toujours comme ça, et très vite après du vin. Il voulait dire qu'un étalon au chanfrein en feuilles d'iris s'était fait pour galoper ventre à terre dans le monde et faire danser les hommes avec le tambour de sa galopade. « Oui, mais, dit Barbe, vous êtes trop vieille, dit-il. Il eut l'air de cligner de l'œil, mais au contraire, il essayait de les ouvrir et un seul obéissait. « Sauf le respect, dit-il, je veux dire. » Il dressa son doigt en l'air. « Donne à boire. » Et il tendit son grand verre à Jacou. Le vin de Jacou était à la mesure de son maître, sec et fort, et il commandait. On le laissa un moment dans les verres. Le chevreau était frais et souple, et il réjouissait les bouches. On avait encore le goût franc du vin de Jourdan. Dans un plat de terre, le gros lièvre attendait. C'était un lièvre de printemps, gras et fort. On le voyait bien maintenant qu'on le regardait à l'aise tout en mangeant le chevreau. Il devait peser 6 kilos sans la farce. Et Honoré l'avait bourré d'une farce à la mode de son pays, une cuisine un peu magique, faite avec des herbes fraîches potagères et des herbes montagnardes qu'Honoré avait apportées mystérieusement dans le gousset de son gilet. Quand il les avait montrées, on aurait dit des clous de girofle ou bien des vieilles ferrailles. Elles étaient rousses et sèches et dures. En les touchant, elles ne disaient rien. En les sentant, elles ne disaient guère, juste une petite odeur, mais, il est vrai, toute montagnarde. Seulement, Honoré les avait détrempées dans du vinaigre, et on les avait vues se déplier et remuer comme des choses vivantes, et on avait reconnu des bourgeons de térébinthe, des fleurs de selognette, des gousses de cardamine, et puis des feuilles de plantes dont on ne savait pas le nom, même Honoré, du moins il le disait. Mais alors, quand il les eut hachées lui-même, et pétries, et mélangées aux épinards, aux oseilles, aux pousses vierges de carde, avec le quart d'une gousse d'ail, une poignée de poivre, une poignée de gros sel, 3 flots d'huile, et plein une cuillerée à soupe d'un safran campagnard fait avec le pollen des iris sauvages, alors, oh oui, alors, et toutes les odeurs coulaient déjà en d'entre ses doigts qui pétrissaient. Et cependant c'était encore cru, et il n'avait pas ajouté le lard, mais il sera vite tout ça dans ses mains, et il le fourra dans le ventre du lièvre. Il avait recousu la peau, et c'est tout ça qu'il avait tourné à la broche, et les jus étaient mélangés. C'était noir et luisant dans le plat de terre. « Alors, ce vin, demanda Jacou. On n'a pas bu. Buvons. Attends, dit Jourdain. Finissons d'abord ma bonbonne. Le tien, dit-il, est noir comme de la poix. Il est de la couleur du lièvre. Il s'accordera. Regarde le mien. Il haussa la bonbonne à bout de bras. Il est couleur de chevreau, et il est aussi un peu chèvre. Il se mit à danser légèrement sur ses hanches et il fit un petit saut pour faire voir comme son vin était chèvre. C'est vrai, il avait raison. Le vin de Jacou était de la couleur du lièvre. « Il a raison. Regarde-le, dit Marthe. Il est comme jeune avec son vin. Regarde-le. » Oui, dit madame Hélène. Il est jeune. Elle avait aussi en elle une grande jeunesse toute dansante et toute chèvre qui la forçait à respirer vite. Et le sang battait sourdement. Boum, 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 comme la danse sauvage de toute la terre, et le bruit semblait suinter des forêts, des collines et des montagnes, et du ciel même. Jourdan fit encore une fois le tour de la table en versant à boire. On allait enlever le plat du chevreau. Il ne restait plus que les os. « Attendez, dit Barbe, moi je suis vieille. Votre lièvre, c'est très échauffant. Je le connais, Honoré. Donnez-moi des os. » Elle en prit 4 ou 5 gros qu'elle mit dans son assiette. « Casse-les-moi, dit-elle à Jacou. » Jacou appuya les os sur son genou et il les cassa comme des branches d'arbre. Barbe se mit à sucer la moelle. « J'aime ça, dit-elle, et ça fait bon estomac. » « Mais nous, dit Karl, on aimerait mieux quelque chose de fort et de solide. Hé, les amis !» On vit qu'il avait les yeux clignotants comme un qui regarde en plein soleil le galop écumant d'un cheval. Ce fut Honoré qui servit le lièvre. Il y tenait. Il disait
Il vous faut un peu de ci, un peu de ça. On disait non, j'en ai assez. Il disait non, si vous n'avez pas de ça, vous voyez cette petite chose. Il la prenait du bout de la fourchette et il la déposait dans l'assiette. Si vous n'avez pas cette petite chose, le lièvre n'est rien. Ainsi, à l'un il ajoutait un morceau de bourgeon de térébinthe, à l'autre une feuille de cardamine, à Aurore il donna tout un feuillage cuit de persil des champs, épais et large comme de la ciguë, et tout goûtant de sauce. Voilà, dit-il, ça vous occupera, ça fait bouger l'intérieur. Il servit Jourdan, il servit Jacou, il servit Barbe, malgré ses os. Pour le plaisir de votre homme, dit-il, mangez nerveux, non pas cette moelle qui vous fait chiffe. Commencez parler à la mère de sa femme. Buvez, dit Jacou. Et cette fois on but, car tout semblait accordé. L'odeur de cette nourriture de feu, la viande noire du lièvre et le vin noir qui attendait avec ses luisances de pois. Le vin noir de Jacou était un commandement terrible. Il n'attendait même pas. Il prenait l'ordre de tout de suite. Il y avait aussi l'odeur de la Solognette. C'est une odeur très spéciale et seulement supportable quand elle est en touffe au milieu d'un ciel sans bornes, bien vanté sur le sommet des montagnes. C'est l'herbe au sang, c'est l'herbe au feu, c'est l'herbe aux amours de grands muscles. Tonnerre, dit Jourdan, et il frappa sur la table. Sa barbe de fer était toute écarquillée autour de son visage. D'habitude, on ne voyait pas sa barbe tant elle était une juste barbe d'homme. Maintenant, on la voyait. Il regardait au-delà de tout avec des yeux d'extase, et il mangeait posément un grand coup de mâchoire. Il y avait les herbes d'amour. Il y avait la chair noire du lièvre faite avec le meilleur des collines. Il y avait la force du feu. Il y avait le vin noir. À tout ça s'ajoutait l'air qu'on mâchait en même temps que la viande, un air parfumé aux narcisses, car le petit vent venait du champ, le ciel, le printemps, le soleil qui chauffait les coins souples du corps avec insistance. On aurait dit qu'il savait ce qu'il faisait. Il chauffait le tendre des aisselles, le ruisseau de devant le ventre, ces deux raies entre le ventre et la cuisse et qui se rejoignent juste là. Il chauffait la nuque avec parfois une morsure comme font les gros chats pour donner envie d'amour aux chattes qui crient après mais s'énervent seules. Il y avait que tout avait soudain odeur et forme. Le plateau tout entier suait son odeur de plateau. On était comme installé sur la large peau d'un bélier. Marthe regarda la forêt. Le sang battait fort. Les batteurs de tambours de danse n'étaient plus cachés sous les arbres. Ils avaient fait un bond hors des lisières. Ils battaient leurs tambours à l'air libre. Tout le ciel en sonnait, tous les échos en sonnaient. On avait la tête pleine de ce bruit de sang. On avait envie de danser. Non pas danser face à face et debout avec la musique comme on fait d'ordinaire, non. Danser comme cet incessant tambour du sang le demandait. On ne savait pas bien comment, mais danser et être libre. Voilà, surtout, être libre. Madame Hélène ne pouvait plus respirer. Son corsage la serrait. Elle venait de se tâter le ventre. Il était dur et tout vivant. Elle sentait une vie qui montait de la terre le long de ses jambes, à travers son ventre, sa poitrine, jusque dans la tête où cette vie tourbillonnait comme parfois le vent dans les granges vides. Toute démantibulée, se dit-elle. Elle sourit. C'était un mot de son fermier. Il disait toujours « C'est tout démantibulé, madame ». Jourdan vit le sourire. Il y répondit par son rire à lui, silencieux mais très éclairant, avec sa pleine bouche ouverte dans sa barbe. Madame Hélène, qui le regardait pourtant, ne le voyait pas. Elle écoutait ce tourbillon de la vie nouvelle dans sa tête, et ça lui prenait toute sa force, même celle de son regard. Mais elle sentit comme le passage d'un fil de la Vierge sur ses bras nus, sur sa peau nue, et toute sa peau tressaillit, tout le long d'elle, sous les linges, jusqu'au plus secret. Elle vit alors que Jourdan lui riait avec un bon sourire. Marthe, à l'autre bout, se disait « Jourdan est content. »« Encore !» dit Jacou. Il se dressa. Il avait les genoux mous. Il fit le tour de la table pour verser à boire. Il s'appuyait aux épaules des gens. « Donne le verre !» Tendait le verre. Il versait. Et à mesure, on sentait que Jacou faisait lourd. On mangeait, on buvait, on mâchait, sans parler, avec seulement le bruit des dents, de la langue, de l'assiette, de la fourchette, du couteau, avec parfois seulement un mot, du pain, ou « Attention !» le bruit des moutons quand ils sont au beau foin, se dit Ronzoulet.
Il n'y avait presque pas de bruit, si peu qu'on entendait le chant des courtilières dans les guérets et les mouvements du vent qui se réveillait. Mais par-dessus tout, il y avait le tambour du sang, le grondement du sang. Il tapait sur un sombre tambour dans les hommes et dans les femmes. À chaque coup, ça tapait comme au creux de la poitrine. On se sentait lié à cette cadence. C'était comme le volant des batteuses qui battent le blé. C'était comme le fléau qui bat le blé. Vole, bat le blé, vole. C'était comme la peine de l'homme qui saute dans la cuve. C'était comme le galop régulier d'un cheval, et s'il galope tout le temps comme ça, régulièrement, avec ses gros sabots, il va jusqu'au bout du monde, et après le bout du monde, il galopera dans le ciel, et la voûte du ciel sonnera sous son galop comme la terre sonne maintenant. Toujours, toujours, sans arrêt, parce que le sang ne s'arrête pas de battre et de fouler, et de galoper, et de demander avec son tambour noir d'entrer en danse. Et il appelle et on n'ose pas, et il appelle et on ne sait pas s'il faut, et on a tout dans son corps des désirs et on souffre. On ne sait pas et on sait, oui, vaguement on se rend compte que ce serait bien, que la terre serait belle, que ce serait le paradis, le bonheur pour tous et la joie. Se laisser faire par son sang, se laisser battre, fouler, se laisser emporter par le galop de son propre sang jusque dans l'infinie prairie du ciel, lisse comme un sable. Et on entendait galoper, galoper, battre et battre, fouler et fouler, et le tambour sonner sous la grande paume noire du sang qui le frappe. Mais ce serait la danse, la vraie danse, on obéirait de la vraie obéissance, on ferait ce que le corps désire. Tous ces appels du sang seraient des appels de joie, tandis que là, on ne sait pas s'il faut, on sait qu'il faudrait, mais on ne bouge pas, on est attaché. Et du creux de la poitrine aussi on est attaché, cette musique de danse, et le sang appelle, et on est comme déchiré, parce que le pauvre corps ne sait plus, parce que le jeune sang qu'on vient de faire sait. Voilà. On croyait prendre son plaisir ensemble, et soudain on s'aperçoit qu'on est parti sur le mauvais chemin, puisque celui-là où on est, on ne veut pas le suivre. Comment voulez-vous qu'on puisse parler? On dit oui, non, du pain, pousse-toi, attention. Le vent est dans l'herbe comme un chat. Il faudrait chanter, il n'y aurait que ça, une grande chanson de tristesse, ou bien des gestes. On en a assez, enfin. Le sang a raison, somme toute. Joséphine déboutonna le plus haut bouton de son corsage, puis le second, puis le troisième, puis le quatrième. Elle regardait devant elle. Elle regardait Bobby. Il était lisse et roux. Il avait un visage lisse comme les pierres roulées par l'eau et roux par le soleil, le vin, le sang. Il avait les yeux bleus. On le voyait maintenant, mais bleus très clairs, très très clairs, à peine bleus. Elle déboutonna le cinquième bouton. C'était le dernier. Elle ouvrit son corsage. Dessous, elle n'avait que sa chemise d'été. Elle n'eut qu'à hausser son épaule et son sein qu'elle avait dur sauta hors de la chemise et sortit. Il resta là, dessous l'ombre du corsage, mais on le voyait. Il devait le voir avec ses yeux à peine bleus. Elle sentait le vent sur son sein. On est bien comme ça, dit-elle. Mais personne ne faisait attention à elle, sauf peut-être Bobby, et encore on ne savait pas. On ne voyait pas où il regardait, sauf peut-être cette fille là-bas, Aurore. Elle avait baissé la tête et rougi, et cherché sur son corsage pour les déboutonner aussi, mais son corsage ne se déboutonnait pas, il se lassait, et même délassé, il n'aurait rien fait voir, il ne se serait pas beaucoup ouvert, et puis il n'y avait guère de quoi dessous. C'était une demoiselle. Joséphine, c'est une femme. Une femme, ça a profité de tout ce qu'elle a fait avec les hommes. Il me regarde avec ses yeux presque bleus. Bobby regardait droit devant lui. Il pensait à toutes les moue et les momeries de Joséphine pendant tout le repas. Il pensait qu'elle était souple aux hanches, depuis les hanches jusqu'aux épaules. Il aurait eu joie de serrer cette taille dans ses deux mains,
en sentir le chaud et le souple. Ça devait être fruit et chaleur, comme plein de jus et animal, sentir le poids et le chaud de ses seins sur la lisière de la main, le long de l'index, puis les saisir et les caresser. Il baissa les yeux. Il vit à côté de lui les douces mains blanches d'Aurore. Elles allaient et venaient, fines comme de la pâte à pain. Les doigts sensibles, le poignet léger, le bras rond, musclé et de peau neuve, un peu rose, avec des veines bleues et du duvet blond. Non, dit Bobby. Ça ne viendra pas des femmes. Rien ne peut venir des femmes sauf le désir des femmes. Tout viendra de moi. De la place où il était, en regardant au-delà de Joséphine, au-delà de Jourdan, du fils Karl, d'Honorine et d'Honoré, au-delà de ceux qui étaient assis en face de lui, de l'autre bord de la table, il voyait la ferme Jourdane, et, de chaque côté de la ferme, le plateau qui s'en allait, plat, avec ses champs. Il se dit « Me voilà ici ». Il pensait à tous les pays qu'il avait traversés. Il pensait à ces 4 ou 5 endroits de la terre où il avait vécu quelque temps. Je ne sais pas, se dit-il, si c'est de voir cette terre toute plate. Il fit inconsciemment un geste du bras pour se dépeindre au secret de son corps la large assise du plateau. Il toucha la poitrine d'Aurore. « Pardon, demoiselle, dit-il. »« Faites, dit-elle. Elle ne savait plus bien ce qu'elle disait. Elle savait seulement qu'il venait de la toucher doucement pour la première fois, là, juste à l'endroit où elle était très sensible, à l'ombre de ses petits seins durs. Cette terre toute plate, continuait-il à se dire, me fait croire que cette fois, c'est pour longtemps, pour toujours. Et il se répéta, pour toujours. Et il regarda au-delà de Joséphine le beau plateau qui s'élargissait autour de tous. Affaire de contentement, se dit Bobby. Il pensait à cette nuit de l'hiver passé avec ses étoiles extraordinaires. Venir, se dit-il, d'en bas de la plaine, avec pas beaucoup d'espoir, et trouver soudain un chemin juste à la rivière du bois, et puis le chemin monte, j'arrive, je prends par travers champs, j'entends sonner le collier d'un cheval, je trouve un homme qui laboure, je lui dis, donne-moi du tabac, il me dit, tu as déjà soigné des lépreux? Monsieur, appela doucement Aurore. Je ne suis pas un monsieur, dit-il. Il attendit, elle n'ajoutait rien. Vous vouliez me dire quoi? Dit-il. Je ne sais plus, dit-elle. Elle avait le visage plus rouge. Elle était sûrement toute chaude. Il vit que tout ce visage était sans malice et que toutes les lignes étaient pures. C'était un visage qui donnait de la gravité et de la pureté à tout. Cette fois, il vit aussi le sein nu de Joséphine. Monsieur, se dit-il, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça aussi, d'ailleurs, c'est la première fois. Il regarda le beau visage, pur et si jeune, si confiant, si bien accordé à lui qu'il frémissait sous son regard comme vraiment la fleur sous le vent. « Oui !» cria-t-il à Jourdan qui lui faisait des signes. « Ça va, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu dis ?» Jourdan essayait de lui faire comprendre quelque chose. Tout le monde parlait. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il veut dire, dit Marthe, Orion fleur de carotte. Jourdan, maintenant, s'était penché sur Jacou, et il devait lui expliquer cette chose-là, car il lui montrait le ciel, et puis il lui faisait un signe avec sa main, un rond, en faisant toucher son index et son pouce. Jacou écoutait gravement, sans regarder la main. Il regardait Bobby, mais d'un regard sans doute perdu. Ne plus être tracassé par le désir de gagner, se dit Bobby. Il pensait à cette constellation d'Orion, si large, si luisante ce soir d'hiver qu'il avait tout de suite eu à la bouche les deux mots ensemble. Orion, fleur de carotte. Il avait été sensible, se dit-il. Et quand j'ai dit ça, il a arrêté son cheval et il a dit « Pardon !»« Aller dans la vie à l'aventure, se dit Bobby. Il but son plein verre de vin noir. Car, se dit-il en s'essuyant la bouche, et il s'aperçut que, peut-être, il pensait à voix haute, il serra les lèvres. Car j'en sais plus que tous. Je sais mieux. Ils ne savent pas. Et c'est pour ça qu'ils étaient tristes. Il se souvint de l'oncle Sylve, cette voix dans la nuit quand ils étaient de retour de leur tournée sur le plateau, Jourdan et lui, le poids de l'homme appuyé contre la calèche. Et puis il s'est pendu. Moi, se dit-il, avec tout ce que j'ai passé, car enfin,
S'il y avait des raisons au malheur, j'aurais dû être malheureux. Prudence? Jamais prudence. Économie ou l'avenir, on pensera à ci et à ça? Jamais. La passion pour l'inutile, se dit-il. La passion? Inutile? Inutile pour leur monde? Mais dès qu'on sait que notre travail dans ce monde, c'est faire de la richesse pour les autres, est-ce que ce n'est pas précisément ça, l'inutile? Et si on discute, car je discute avec moi, donc si on discute, est-ce que ce n'est pas précisément l'utile tout ce qui a été ma passion? C'est rigolo, dit Bobby à voix haute, mais il y a vraiment des gens qui sont morts sur la terre. C'était peut-être sa réflexion, mais il venait de la dire à haute voix. Comme depuis un moment il ne mangeait plus, tout immobile, il avait eu l'air de vouloir parler à tout le monde. Ils s'arrêtèrent tous de parler et de manger. Ils les regardèrent en silence. On aurait dit « Taisez-vous, les enfants ». Il ne resta que le bruit du vent. Je n'ai pas laissé assez de temps entre mort et sur la terre, se dit Bobby. Il répéta des gens qui sont morts. Sur la terre. Et il fit des gestes. Morts. Et il ouvrit les mains, écarta les doigts pour dire plus rien. Ils n'ont plus rien. Rien, rien, tout a coulé d'eux. Et sur la terre. Il élargit les bras pour imiter le large horizon et, en même temps, avec ses longues mains caresseuses, il caressait les formes d'arbres et de collines imaginaires. À ce juste moment, on entendit hennir les chevaux, puis, dans le silence, un petit pas. Et on vit arriver le cerf.